Bonjour à tous et à toutes, vous m'entendez ce volume-là? Très bien. Alors, nous sommes aujourd'hui accompagnés donc, de Likam, autrice de nombreux romans et nouvelles, dont Visite, dont nous allons parler aujourd'hui, et Résolution chez la Volte notamment. Émilie Kerbellec, qui s'est fait connaître avec Quitter les monts d'automne et qui récemment a sorti Les Sentiers de recouvrance. Et enfin, Pretty Stewart, autrice également de romans et de nouvelles, donc Confession d'une sorcière chez Label, Saleté d'hormones, ou encore L'Évangile selon Myriam. Et elles sont ici pour nous parler de l'environnement dans les littératures de l'imaginaire. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter un petit peu vos 3 livres qui sont présents sur la table? Qui commence? Vas-y, on commence par la droite. Pourquoi je suis à droite? Je suis à gauche en fait. Alors oui, je vais parler de ce livre-là, mais juste pour la présentation, moi je suis militante pour la nouvelle. Donc en fait, on me présente souvent avec mes gros volumes. Et en fait, depuis 2003, j'écris beaucoup de nouvelles, une centaine à ce jour, donc ça commence à faire peut-être assez pour être considérée. Donc voilà, j'écris beaucoup de nouvelles, et notamment sur le thème de l'environnement, du climat. Je regardais... 2005, j'avais le texte sur le dernier arbre regardé par une personne. Donc voilà, il y a des thèmes qui sont assez anciens. Et ce livre-là, il est un peu spécial parce que c'est du fantastique. Alors que j'écris surtout de la science-fiction habituellement. Et c'était une tentative de retour par l'imaginaire dans les histoires des Antilles, où j'ai eu une histoire de vie pas très facile. Donc je me suis dit, je vais d'abord y aller par l'imaginaire, revenir sur les histoires que j'entendais quand j'étais petite, qui me faisaient peur ou qui me faisaient me poser des questions. Et puis l'occasion aussi de réfléchir à tout un tas de thèmes qui ne sont pas spécialement antillais d'ailleurs, le rapport homme-femme, le harcèlement scolaire, enfin voilà, plein de thèmes comme ça qui reviennent, dont le rapport à la nature, qui n'est pas un thème en soi, mais qui, pour moi, est un passage obligé quand on parle d'humain quelque part en fait. Alors moi je suis plutôt romancière, c'est un format qui me convient le mieux, mais j'écris aussi pas mal de nouvelles, une quarantaine à ce jour. Mon dernier roman s'appelle Visite, il est là. C'est un roman d'anticipation qui se déroule à la fin du siècle et qui traite d'écologie principalement. J'ai imaginé une société qui réussit à dépasser les grands défis du réchauffement climatique. Une société bien différente de la nôtre. Il y a eu on va dire une sorte de déclin économique, démographique, et s'est passé une mutation qui est venue à la fois du haut et puis du bas de la société, et une mutation avec une société qui est plutôt orientée autour de la préservation du vivant, puisqu'on est sur un réchauffement climatique de 2,7 degrés. Et donc ça compte l'histoire. Tout d'un coup, il y a une planète qui apparaît dans le système solaire, la fameuse planète B, et ça remet en question complètement et la philosophie et la science et plein de choses. Et c'est un texte qui est sur le changement de paradigme en fait. Alors moi je suis romancière et novelliste. Donc mes romans, Les Sentiers de recouvrance, c'est le 4e roman que j'ai écrit. Les 3 premiers sont tous des romans, des histoires qui se déroulent dans l'espace. Voilà. Mon imaginaire en fait il a été façonné par diverses œuvres, j'ai été influencée, ça m'a nourri. Et une partie de ces œuvres, c'est des œuvres d'aventure spatiale, etc. Et du coup, les premières histoires que j'ai écrites, ça partait dans l'espace. Et puis je me suis demandé pourquoi, à chaque fois, dans ces histoires, en fait, il y avait ce postulat que l'humanité avait quitté la Terre parce que les civilisations sur Terre s'étaient effondrées et elles avaient essaimé sur diverses planètes. Et je me suis demandé pourquoi je tenais ce postulat pour acquis. J'ai commencé à le questionner, il était un petit peu temps.
Et j'ai vraiment éprouvé le besoin en fait de rapatrier mon imaginaire sur Terre en fait. Suite à diverses rencontres, discussions avec des gens, et notamment un monsieur qui voulait tourner en fait un film avec l'ESA. Il cherchait une scénariste pour une série qui serait en partenariat avec l'ESA, quelque chose où voilà, lui il imaginait de gros vaisseaux spatiaux autour de la Terre, etc. On était à fond dans un imaginaire très technique, très spatial. Et en discutant avec les diverses personnes qu'on a interviewées, parce qu'en fait c'était un projet de docu-fiction, en fait, ça m'a vraiment ouvert les yeux, vraiment concrètement sur ce que c'était que l'exploration concrète, on pourra en reparler, spatiale. Ça a fait un peu comme ça a joué un peu comme un déclencheur en fait. Mais tout ça c'était un petit peu latent, ces questionnements étaient un peu latents, mais là ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et en même temps, autour de nous, on a vécu la pandémie, il y a eu ces incendies en 2022 qui nous ont touchés de très très près. Ça se passait plus en Australie ou en Sibérie, loin de chez nous. C'était vraiment là, à côté. Et puis, voilà, toutes ces choses que j'observais autour de moi, tout ça, ça fait sens tout d'un coup, en fait. Il y a juste comme un choc, en fait, émotionnel. Et j'ai éprouvé le besoin de rapatrier donc, mon imaginaire sur Terre j'avais envie d'écrire une histoire qui se passe dans un futur très proche. Plus dans un futur lointain, ailleurs, voilà, mais vraiment demain en fait, voire même aujourd'hui. Et je me suis dit que c'était dommage de ne pas utiliser la puissance de l'imaginaire pour dépasser un petit peu ces peurs dont on pourra parler, Mika, on en a parlé, ces peurs du présent en fait, toutes ces peurs liées au changement, à la catastrophe écologique et au changement, au dérèglement climatique. Je me suis dit pourquoi ne pas utiliser l'imaginaire pour dépasser ces peurs. Il y a déjà plein de gens qui travaillent sur ce genre de choses, des récits, on pourra en parler aussi. Mais voilà, et du coup, j'ai écrit Les Sentiers de Recouvrance. C'était vraiment un peu un sentiment dans l'urgence, en fait. Il fallait vraiment que je l'écrive. Et justement, de plus en plus dans les littératures de l'imaginaire, on s'empare des questions environnementales. On peut penser notamment aux livres de post-apo qui montrent un monde en partie détruit par le réchauffement climatique. Pensez-vous que les autoristes, notamment d'imaginaire, ont un rôle à jouer dans la sensibilisation aux questions environnementales et sociales aussi? Alors, sur la question de la place et du rôle des autoristes d'imaginaire, j'ai fait un essai entier sur notamment le rôle des récits, à quoi servent les récits en général et à quoi servent les récits d'imaginaire. Donc, toute la question de nous rendre compréhensibles des choses qui sont trop complexes et qui, par le récit, deviennent un peu plus accessibles. Et puis, la possibilité aussi de s'immerger dans des mondes qui sont possibles, s'imaginer concrètement ce que ça devient. Tu parlais d'un réchauffement à 2,7 degrés. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Si je lis une histoire où tu me le mets en scène, ça peut permettre de sensibiliser. Après, sur cette question-là de l'effondrement, j'ai un avis un petit peu décalé dans la mesure où les questions d'environnement qui disparaissent, ça n'est nouveau qu'en Occident en fait. Il y a des tas de civilisations qui ont tout perdu juste par la rencontre avec les conquistadors. Donc voilà, j'ai eu aussi besoin, toujours dans ce même essai, de rappeler que l'effondrement c'est aussi un récit qui est nécessaire maintenant pour des gens qui se posent la question maintenant, mais la fin du monde a eu lieu pour plein d'autres peuples il y a fort longtemps et continue d'avoir lieu pour des espèces aussi. C'est vrai que c'est quelque chose que tu développes dans ton essai. Ouais. Il est génial cet essai, si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire, l'essai de Katie. Mais je ne suis pas tout à fait... Enfin, j'apporterai une petite nuance à ça, c'est qu'en fait, je suis entièrement d'accord sur le fait que les effondrements de civilisation, il y en a eu en fait. Et juste aujourd'hui, en fait, on se rend compte que notre civilisation occidentale, riche, prospère, commence aussi à basculer. Mais je crois qu'il y a quand même un truc, c'est qu'il y a aussi quelque chose de... Enfin, il y a une dimension, on est passé à la dimension supérieure et ça touche toute la planète, toute la biosphère est touchée et impactée. Maintenant, ça va... Oui, ce que je veux dire, c'est que c'était déjà grave à l'époque. En fait. C'était déjà grave à l'époque. C'était le début, et là on est en train, ça s'accélère, et puis il
y a des chiffres en fait, sauf que c'est vrai ce que tu dis, Titi, les chiffres, ça reste abstrait, c'est des chiffres, on se rend pas compte en fait. Vivre à 2,7 degrés Celsius, avec plus de 2,7 degrés, qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement? J'ai beaucoup réfléchi à la question, oui. Je me suis beaucoup renseignée pour... Non, mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est... là, on a un moment où on a du mal à imaginer autre chose. On nous place devant un mur, on nous parle d'effondrement, enfin des choses qui font peur, et ce mur, il nous bloque la vue. On a du mal à se projeter... si on regarde un peu les informations, j'espère que vous ne passez pas trop de temps devant les infos, parce que autrement il y a de quoi finir en dépression, mais tout ce brouhaha, tout ce bruit nous empêche d'imaginer, nous empêche de réfléchir. Alors, à notre humble niveau, il me semble que nous, les auteurs de science-fiction particulièrement, on peut ouvrir des petites portes d'imaginaire dans ce mur de bruit et proposer des choses. Alors on n'est pas des hommes politiques, on n'est pas des scientifiques, donc voilà, mais simplement essayer de proposer des choses, ne serait-ce que pour soi, sortir de ce carcan médiatique, toutes ces choses anxiogènes, en simple citoyen, déjà, citoyenne, avec un petit talent d'écriture et d'imagination. Pour moi, ouais, c'est vraiment briser ce mur, cet imaginaire qu'on nous impose, qui est très anxiogène, et essayer de proposer un autre imaginaire, autre chose. J'ai envie d'ajouter à ça, en fait, la pratique d'atelier d'écriture. Moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai le sentiment d'avoir la possibilité d'agir. Alors, mes histoires, oui, mais ce que j'expérimente régulièrement avec mon association, le réseau Université de la Pluralité, dont le but est vraiment d'aller voir des imaginaires alternatifs du futur. C'est exactement ça. Bon, d'ailleurs, tu as un peu travaillé avec nous. Et moi-même, je fais d'autres activités culturelles. C'est ça, du même genre. Et donc, permettre aux personnes de voyager avec nous, finalement, de leur rappeler qu'eux aussi, ils ont le pouvoir. Si on est capable de s'imaginer la semaine prochaine quand on ira voir notre banquier que ça va mal se passer, on est capable de se projeter dans un futur. Si on est capable d'imaginer comment ça va être nos prochaines vacances cet été, on est capable d'imaginer. Donc pourquoi pas travailler cette imagination-là et s'essayer à des problèmes qui, comme tu le disais, semblent tellement écrasants qu'il n'y a rien à faire, mais on y va. Et donc on a fait quand même pas mal d'ateliers d'écriture. Sur tout un tas de thèmes, mais de plus en plus avec le postulat que le changement climatique qui est déjà en cours, ça s'est poursuivi parce qu'il n'y a rien qui montre que ça changerait comme ça d'un coup. On est bougé un petit doigt un peu. Ouais. On n'est pas... à peine. Oui. On n'est pas certain de ce qui va se passer, mais on peut tenter en fait de rendre concret. Et on s'est rendu compte, en tout cas, que les personnes qui participaient aux ateliers, qui se mettaient à imaginer, qui se mettaient à s'immerger en fait par l'imagination, se retrouvaient un peu plus concernées finalement et un peu plus acteuristes de ce qui se passe. Voilà. C'est vrai que je pense qu'en fait, l'imagination, je suis d'accord, ça aide vraiment en fait à dépasser les peurs du présent, et ce sentiment d'être enfermé dans un imaginaire qui nous est servi massivement via les séries, via les infos télévisées, etc. Très, très sombre en fait, très dystopique et très oppressant. Et c'est vrai que les ateliers collectifs comme ça, c'est vraiment ça libère la créativité, ça fait du bien. Le fait de le faire collectivement, en fait, ça guérit de beaucoup d'angoisse. Donc il y a l'Université de la Pluralité, il y a plein d'initiatives comme ça. Il y a par exemple les ateliers Futurs Proches. Ils ont un site, ils interviennent en fait pour des collectivités, etc. Et par des récits imaginés collectivement, en groupe, ils essayent de dépasser un petit peu cet enfermement dans un imaginaire complètement dystopique et de se projeter dans un futur très proche, du coup. Imaginez comment pourrait être la vie si, alors ils partent d'hypothèses, hein, imaginons si les low-tech devenaient plus courantes, que serait la vie quotidienne, etc. Et le fait de le faire ensemble, ça change complètement la donne. On n'est plus tout seul, isolé face à ces angoisses. Ça donne une énergie de dingue.
Et ces récits, on peut aller les lire. Ils ont un site internet, futurproche.com, je pense, futurproche.com. Les récits sont en ligne. C'est des petites histoires, c'est pas de la littérature, mais c'est des scénarios, des mini-scénarios imaginés par des gens qui bossent dessus. Et c'est là qu'on se rend compte en fait qu'il y a un vrai désir en fait de plein de gens de raconter un futur qui serait différent en fait. Et voilà. Et puis il y a tous les scénarios de l'ADEME, les scénarios Paris, Biorégion, etc. qui sont super intéressants. Il y a un book aussi, les utopiennes, qui en fait je l'imagine dans un délai de 20 ans. Il y a eu celui de 2023, c'était 2043, et là cette année va sortir 2044. Je demande à des auteurs et des scientifiques, à des tas de gens d'imaginer dans 20 ans comment ce sera. C'est très positif aussi. Justement, dans les romans, on imagine de plus en plus des gens qui iront vivre vers d'autres planètes qui nécessitent pour beaucoup d'être terraformées. Et ce n'est pas le cas dans Visite. Pour vous, a-t-on abandonné l'idée d'aller de sauver la Terre ou c'est encore possible? Alors, pour répondre à cette question, il faut que je me revienne en arrière pour dire quand est-ce que l'idée la première fois m'est venue d'écrire Visite. C'était en 2011, c'était il y a très longtemps, en sortant du film Interstellar, qui m'a beaucoup, je dirais, déplu, je crois que c'est le mot. Tout le long du film, je me suis dit, ah ouais, on en prend plein les yeux et tout, et en sortant du film, je me suis dit, ils ont quand même laissé tomber la Terre, ils n'ont rien fait. Et j'étais, ça m'avait complètement. Et je m'étais beaucoup énervée contre le film. Je m'étais dit, mais pourquoi il m'énerve autant ce film? Mais en fait, parce qu'il me renvoie à un miroir. Et donc, dans Interstellar, il y a cette planète B qui arrive, un truc très simple. Et Visite, je me suis dit, dans Visite, j'ai parlé de cette planète B, mais elle va être habitée par quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Et surtout, les gens vont hésiter à y aller. Et toute la question, c'est est-ce que ils sont la société de Visite, ils sont très attachés à la planète Terre, ils sont très attachés à la biosphère, à l'écologie, aux vivants. Et tout d'un coup, il y a cette planète qui apparaît, et c'est plus une source pour eux d'inquiétude un peu que l'idée qu'on se fait de la conquête spatiale en fait. Où tout le monde part comme ça, comme à l'époque du Far West, de la conquête de l'Ouest. Voilà. Et maintenant, on ne dit plus conquête spatiale, on parle d'exploration spatiale. Oui, c'est moins violent. Mais c'est le mot changé, mais la réalité est la même. C'est moins violent. Derrière, c'est la même chose. L'exploration, on dit on passe, on peut ne pas rester. Les Amériques, c'était l'exploration aussi. Oui, Hein. oui. Et donc, le but étant d'explorer du coup, mais mentalement, ce que ça fait un changement de paradigme en fait. C'est-à-dire que nous, on est dans un moment où plein de gens rêvent de la planète B. Je ne citerai pas des noms. Je pense que tout le monde voit de qui je veux parler, de ce hobby de Mars. J'espère qu'il va y aller et qu'il va y rester. Ouais, on va tous les envoyer là-bas en même temps qu'ils partent. On laisse l'argent pour qu'on répare le climat. Et donc, cette idée que tout le monde, cette idée de la planète B, le miracle, là, en fait, ce que j'ai voulu dire dans Visite, c'est que si on est dans une société où on a complètement mis de côté ça et qu'on s'est vraiment réorienté sur les vrais sujets, sur le social, tout d'un coup, si une planète apparaît, qu'elle est habitable, ça pose énormément de questions, et c'est toute la question de savoir la place de l'humain à la fois sur Terre, mais dans le système solaire. Et justement, en parlant de social, de plus en plus, dans les littératures de l'imaginaire, s'emparent un petit peu des questions environnementales et les associent aux questions sociales. Et c'est le cas dans vos romans, puisqu'elles sont traversées en fait par plein de luttes différentes. Et selon vous, un système qui ne prend en compte que l'écologie sans se soucier des autres luttes, serait-il voué à s'effondrer? Complètement en fait. L'écologie, on parle d'écosocialisme en fait maintenant. On ne peut pas faire de l'écologie sans penser collectivement en fait à une meilleure répartition des ressources,
Enfin, ça me paraît tellement évident que je comprends même pas qu'on puisse lier les deux concepts. En fait. Je veux bien répondre là-dessus. Alors, pas sur mon travail, mais plutôt sur les ateliers d'écriture, où je fais écrire des gens qui n'ont pas l'habitude d'écrire et qui vont avoir un imaginaire de la science-fiction, parce que c'est surtout du futur, on fait du 2050-2060, voilà. Ils vont avoir quelque chose d'une culture populaire en fait de la science-fiction. Et donc je me suis retrouvée plusieurs fois avec des personnes, surtout des hommes, qui profitaient en fait de l'atelier pour réaliser leurs rêves. Voilà, ils veulent la voiture qui vole. Bon, ok, très bien. Moi je dis non à rien. Par contre, je suis pénible parce que on fait de la science-fiction. Donc ok, la voiture volante, combien ça coûte? Qu'est-ce que ça prend la planète? Qui la répare? Qui la fait rouler? D'où sort le carburant? Toutes ces questions-là qui font qu'on ne peut pas commencer à réfléchir le moindre futur sans se dire que ma belle utopie, elle va coûter à quelqu'un. Que voilà, ce monsieur qui voulait absolument avoir tout livré dans la minute, bon déjà c'est pas de la science-fiction si on habite à Paris, et qui apporte les trucs, quel carburant, combien ça coûte, est-ce que tout le monde a accès, est-ce que ça tient, combien de temps ça tient. Et en fait, rien que le mode de réflexion de la science-fiction sur la construction de monde, on ne peut plus faire comme faisaient les auteurs dans les années 50 où les fusées, on ne sait pas avec quoi elles volaient, mais elles allaient loin. Les choses, voilà, ça se créait comme ça. On pouvait inventer le carburant cosmique illimité. Ça, on ne peut plus. On apprend en fait à réfléchir dans un monde fini, avec des ressources finies. Et forcément, on se retrouve à voir comment ça marche. Et je les embête, mais on va jusqu'au bout. Mais alors, le système bancaire dans votre truc, c'est quoi? Il voulait juste une voiture, le gars, quoi. Voilà, on va chercher loin et on se rend compte qu'effectivement, le mot système a été prononcé, c'est systémique. On ne peut pas juste réfléchir un élément, on fait sa petite utopie sous cloche. Et puis on voit ce qui se passe. Donc il y a de ça aussi dans les ateliers d'écriture, quelque chose une éducation à comment on pense global, comment on sort de son petit confort pour imaginer un monde qui tient. Je dis même pas un monde désirable, j'aime pas ce mot non plus parce que les désirs des uns et les désirs des autres, ça va pas toujours ensemble. Mais un monde qui va tenir un peu en fait. Comment on fait quelque chose qui tient? Et rien que cette question-là, en fait, on est obligé de se poser la question de la place des uns et des autres, des questions de domination, des questions d'exploitation, des questions de ressources limitées. Et donc oui, bien sûr que c'est lié. C'est d'autant plus lié que les populations les plus précaires sont les premières impactées en fait, des dérèglements qu'on vit en fait. Et c'est vrai que l'écologie, on a tendance à l'associer à des bobos parisiens, des intellectuels, etc. Mais heureusement qu'en fait, il y a d'autres voix qui s'élèvent, d'autres porte-paroles que des personnes blanches, catégorie CSP+, et qui vont parler dans les banlieues, etc., et qui vont faire bouger les choses, quoi. Heureusement, parce qu'en fait, quand on vit à Paris, dans un quartier riche, dans le 8e arrondissement, on s'achète sa Tesla avec une batterie électrique de 100 kg, c'est cool, mais on n'est pas du tout impacté de la même manière que quand on vit voilà, dans une région plus défavorisée, avec... Je pense là, en t'écoutant un podcast, alors j'avais fait une toute petite participation justement pour parler d'atelier d'écriture. Ça s'appelle, je crois que ça s'appelle « Et soudain la terre tremble ». Et c'est produit par Louis Média et c'était une série en fait qui montrait, donc qui interviewait plein de gens et qui montrait qu'en fait sur la planète, à l'échelle de la planète, tous les dérèglements climatiques, toutes les conséquences impactent d'abord les femmes pauvres. Oui, c'est les premières touchées. Voilà. Ouais. Et je le dis comme ça, mais en fait c'est beaucoup plus incarné dans le podcast. Il y a des éléments, il y a des témoignages, des associations sur place qui font... Parmi les plus précaires, ça va toucher les plus fragilisés parmi les précaires, les femmes c'est-à-dire pauvres les femmes pauvres et leurs enfants. Ouais. Et il y a des études qui le montrent. C'est vraiment En écrivant Visite, j'ai beaucoup repensé à ma jeunesse, parce que je viens des quartiers, moi. J'ai pas l'air. Mais je viens vraiment des quartiers. Il n'y a pas d'air pour être des quartiers. Mon côté un peu cheveux bleus. Et c'était vraiment un des éléments
quand j'ai imaginé cette société, la société de visite, je voulais vraiment, je me suis bien rappelé d'où je viens et de comment on vivait justement dans les années 80, dans les quartiers. Et on retrouve dans ce côté très solidaire, très chacun a sa place mais bouge sans arrêt de fonction. Tout est assez souple et fluide. Dans cette fluidité, il y a beaucoup de mon enfance et des quartiers, ouais. Ce côté très social. Donc le futur que vous présentez dans Visite montre un système qui réussit à allier des technologies quand même très poussées aux questions environnementales. Et de nombreux romans de science-fiction montrent des mondes dans lesquels l'humanité a dû revenir à un mode de vie plus proche de la nature avec moins de technologie pour survivre. Selon vous, est-il possible d'allier des technologies à un mode de vie respectueux de l'environnement? Alors, je suis une terre de contraste, un peu comme au Japon. C'est-à-dire qu'on a des temples et des gratte-ciel. La technologie qui a été inventée jusqu'aux années 50, en fait, dans Visite, est maintenue quand même jusqu'aux années 80, 2080 bien sûr. Après, tout le monde, c'est un choix, les gens vivent un peu selon leur choix, on ne leur impose pas. C'est-à-dire que ceux qui veulent avoir une intelligence artificielle peuvent en avoir une, mais il y a plein de gens qui n'en veulent pas. Et c'est les esprits qui ont changé en fait, puisque nous maintenant, si on nous disait une intelligence artificielle, énormément de gens sauteraient le pas, je pense, dans la société d'aujourd'hui. Ouais. Ça dépend si elle gère les factures. Là, elle gère tout, là. Ah oui, je ne dis pas non. Elle gère tout. Et la même, c'est des quantes, en fait, donc c'est des penseurs quantiques qui ont même accès à des plans de réalité qui ne sont pas tout à fait... je ne vais pas trop vous parler enfin, pas trop spoiler, mais ouais, l'idée c'était de me dire... alors le truc qui me fait le plus flipper, on va dire, c'est le roman survivaliste de l'alt-right américaine. Tout le monde sort avec son flingue et tout ça. Je me suis dit, moi, c'est horrible. C'est horrible. Un flingue avec une intelligence artificielle. Non. Non. Et donc je me suis dit, là, comment imaginer une société où il y a encore un peu de technologie, mais qu'on soit aussi parfois sur des low-tech. En fait, les gens vivent différemment un peu. Et l'intelligence artificielle, elle est plus pour une sorte de gestion méta, en fait, des ressources, plus que pour les gens eux-mêmes. Il y a un roman de SF, je ne sais plus qui l'a écrit, je ne sais plus quel est le titre. Bon, enfin, ça raconte l'histoire. C'est une femme américaine, et ça, je sais, j'ai retenu. Et donc, les êtres humains sont partis dans l'espace, ils ont une civilisation technologique hyper avancée, puis je crois qu'ils reviennent sur Terre, ou ils vont sur une planète. Et là, ils se rendent compte, c'est sur Terre, et puis là, ils se rendent compte que les gens vivent, on a l'impression que ça a régressé, en fait. Ils vivent avec des low-tech, etc. Et ils se disent, mais c'est quoi? C'est une régression, la civilisation s'est effondrée. Et puis en fait, non, la civilisation ne s'est pas effondrée, ils ont fait le choix, ils ont fait des choix, c'est-à-dire qu'ils ont une haute technologie, mais ils l'utilisent quand c'est nécessaire. T'es sûr de l'espace dans ton truc? Ben, ça se passe sur Terre ou c'est un retour sur Terre? Parce que ça me fait penser à une femme au bord du temps, mais du coup, il n'y a pas de voyage dans l'espace. Okay, bah il y a juste un voyage dans le temps. Okay. Et ils reviennent sur Terre. Est-ce que tu as un souvenir d'asile psychiatrique ou pas? Non, il y a quelqu'un qui se blesse en fait. Ça n'est donc pas celui-là. Et donc il s'agit quelqu'un. Ouais. Et en fait, donc la civilisation humaine sur Terre a fait le choix d'utiliser les techniques à bon escient quand il y a besoin, soit des high-tech, soit des low-tech, ça dépend de la situation, et voilà. Et donc ils ont trouvé un équilibre comme ça, la bonne technologie au bon moment en fait, pour la bonne situation. Ils ont atteint un niveau de sagesse qu'on n'a pas aujourd'hui, je pense. Non. C'est un peu ce qui se passe dans la société de visite. Après, l'inégalité dans l'accès aux technologies, ça en y est déjà. Voilà, c'est pas par choix toujours. Ouais, c'est pas l'inégalité, c'est au contraire une égalité, mais le
le droit de refuser en fait la technologie, ce qui est parfois difficile dans notre société. Merci, on va pouvoir passer aux questions du public si vous en avez. Ouais, allez-y. Il y a tellement de choses à dire en fait sur ces sujets. Bon, moi, tu vois. Je voulais savoir en fait, parce que c'est aussi quelque chose avec les romans d'anticipation, c'est souvent déprimant si vous voyez votre travail comme quelque chose de positif, d'optimiste, on peut se rattraper, ou si c'est juste la constatation, c'est trop tard, c'est vers ça qu'on va. Ah non, non, moi j'ai voulu être optimiste. Enfin, j'imagine que... En fait, moi je pense que l'avenir il est pas écrit. Voilà. Donc je suis ni optimiste ni pessimiste. On en avait parlé, Katie, lors d'une table ronde. Évidemment que quand on regarde les tendances aujourd'hui, il y a des choses hyper inquiétantes et c'est pas que l'écologie. La table ronde. La fameuse table ronde. Mais pour moi, c'est pas écrit. Hein. On a encore, on n'est pas encore, enfin tout n'est pas tracé. Il y a encore, on a une petite marge de manœuvre encore. C'est une sorte de... faut qu'on se rattrape maintenant pour pouvoir peut-être aller là plutôt. Là, il faut vraiment prendre conscience qu'il faut aller. Oui, peut-être. Et c'est maintenant, vraiment. C'est maintenant. Après, moi, je me donne pas de position où je donne des conseils sur ce qu'il faut faire. Parce que je suis pas sûre d'être la bonne personne pour dire ce qu'il faut faire, mais bon, ben, je vais vous dire un truc que je dis à mes patients, puisque je suis psychologue, qu'en fait, ça nous fait plus de bien en fait, d'être optimiste, quoi qu'il arrive, parce que ça nous donne la possibilité d'agir sur les choses, parce que ça nous donne au mieux un répit avant d'être dans le trou. Donc voilà, par pur calcul, il vaut mieux être optimiste. Après, je ne me mets pas non plus, au moment où j'écris une histoire, à me dire il faut que tu sois optimiste. Parce que quand j'écris, je vais plutôt regarder la cohérence du texte par rapport à lui-même. Et je me dis, essaye de ne pas refaire le truc où tout le monde est enfermé et meurt. Mais un de mes derniers textes, j'ai pas réussi à le faire dans ton essai, parce que ça marchait pas. Tu dis, Katie, la science-fiction, c'est un peu comme un vieux monsieur dépressif. J'ai adoré cette image. Qui est donc un récit complètement négatif. Oui, donc on lui a tordu le cou là. Ouais. Oui, mais ça se... je le dis, alors pas pour définir le genre science-fiction, mais pour définir la manière dont la science-fiction se raconte sa propre histoire. Si vous entendez, alors bon là on ne représente pas tellement l'auteur type de science-fiction et c'est tant mieux, hein, on est quand même, voilà, on est quand même de plus en plus nombreuses à sortir de ce modèle-là, mais les auteurs, les grands à qui on donne la parole et qui savent et qui ont vécu l'âge d'or ou même qui l'ont vu de loin en fait, c'était mieux avant, la science-fiction est morte, tout est fini, tout est fichu. Ils vivaient dans un autre monde, hein, franchement. Il n'y avait pas eu encore le rapport de Rome, le dépassement des limites planétaires, ils auraient les moyens de pas être dépressifs. Donc ils n'étaient pas dans le même monde. C'était moins réaliste aussi. Je dirais pas que c'est moins réaliste, c'est-à-dire que c'était toujours le même genre de personnes qui s'exprimaient sur le même genre de sujet, donc il y avait quelque chose de... voilà, je vais pas réinventer l'ascenseur spatial puisque mon pote d'à côté l'a déjà inventé, donc je vais juste rien inventer et raconter presque la même histoire, etc. Donc quelque chose comme ça qui se renouvelle pas, et c'était surtout ça que je déplorais, l'idée que parfois on peut se retrouver avec une science-fiction qui s'inspire tellement de ce qui se faisait avant qu'elle parle plus, même pas du présent en fait, donc le futur... C'est un exercice de style à la fin, c'est bon. Mais je pense aussi, je suis d'accord avec toi Katie, que faire un travail sur des récits positifs, pas forcément en littérature, voilà, ça peut être dans des ateliers comme ça permet de retrouver sa puissance d'agir en fait. On se sent plus écrasé et impuissant face à ce qui arrive, on se dit mais je peux agir un petit peu quoi. Et c'est hyper important de retrouver cette sensation qu'on est un peu en prise quand même. Ça me fait penser à la phrase de Gramsci, le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Ouais. C'est-à-dire qu'on est optimiste mais c'est un choix, volontairement. Ouais. Voilà. Et parce qu'on en a besoin, autrement si
si on se laisse aller au pessimisme ambiant, on reste dans son canapé et puis on subit. Voilà, quoi. Ouais, il y a Pablo Servigne dans son bouquin Vivre l'effondrement autrement, qui définit 4 types en fait d'attitudes. Il parle du boulet pessimiste. Le pessimisme, ça y est, tout est foutu, quoi. Voilà. Donc là, tu peux plus rien faire, t'es écrasé, voilà, il n'y a plus rien à faire. Il y a le pessimiste qui est actif, c'est-à-dire il est au plus près des mauvaises nouvelles, un peu comme les scientifiques qui travaillent au GIEC, etc. Ces scientifiques, ils sont, voilà, J'en connais, ouais. t'en connais, ils sont tellement près des mauvaises nouvelles, ils sont tellement dans la réalité de ce qui se passe que souvent ils sont en dépression, c'est très dur en fait. Mais ils sont actifs, vous voyez. Ils sont en dépression parce qu'on les écoute pas. Mais parce qu'on les écoute pas. C'est pas foutu, quoi. Enfin, mais justement, pas foutu. voilà, donc ils vont faire un travail de pédagogie pour alerter, pour informer, etc. Donc ils sont peut-être pas hyper optimistes, ils sont près des mauvaises nouvelles, mais ils sont actifs, quoi, ils agissent. Et puis après, il y a l'optimisme BA, genre non, tout va aller, alors là, on va trouver la technologie magique qui va tout sauver. La fusion nucléaire va sauver le monde, enfin bon voilà, ça c'est l'optimisme complètement stupide, pardon, enfin à mon sens, on est dans un monde de magique en fait, on est pas loin magique. On n'est pas loin du déni même. Et on est dans le déni, ouais, voilà. Et c'est peut-être aussi parce qu'on a intérêt là. Il n'y a pas plus de types que ça? Si, le 4e type, c'est l'optimiste qui est assez proche du pessimiste, mais qui est actif, mais qui donc essaye quand même de rester dans un état d'esprit positif. Je peux agir et je vais agir, je sais que ça va mal, je sais qu'il y a ça et ça qui se passe, mais je veux agir, je ne veux pas rester passif face à ce qui se passe. J'aimerais bien ajouter quelque chose sur les questions d'optimisme et de peur. En fait, quand on parle de textes de science-fiction en disant c'est de la dystopie, c'est pessimiste, quand on regarde bien, il y a quand même un côté très optimiste, notamment dans les post-apo aussi, où on s'imagine qu'il y a encore des gens, en fait. Il y a encore des gens, ils vivent encore des trucs. Moi, je trouve ça vachement optimiste quand on regarde la réalité des choses qui se passent. Et puis, sur la peur, moi, quand je travaille, alors je fais des ateliers thérapeutiques et des ateliers créatifs, et bon, parfois ça se mélange un peu, mais il y a une vision comme ça de dire il faut travailler un peu sur les envies, sur les désirs et pas trop les peurs parce que c'est angoissant. Mais en fait, il y a une manière intéressante de retourner ça parce qu'une peur, c'est toujours l'autre côté d'un désir et le désir, c'est toujours l'autre côté d'une peur. Donc on peut passer de l'autre côté. J'ai peur de mourir parce que je veux vivre, j'ai peur d'être seule parce que je veux être avec des gens. Donc comment on passe du côté désir en fait de cette peur pour que justement ça soit quelque chose qui nous permette de nous mettre en action plutôt que de nous consumer et de plus pouvoir rien faire. Donc, donc n'ayez pas peur de vos peurs parce qu'elles nous disent des choses. C'est-à-dire que les crises, des fois, crise, ça veut dire opportunité en je ne sais plus quelle langue. Donc il y a la peur et puis le fait de passer outre cette peur et d'agir, ça permet de voir les choses différemment et peut-être d'imaginer des choses. À partir du moment où on se met en mouvement, on commence à imaginer d'autres mondes. Pour moi, c'est ça. Il faut d'abord le mouvement et après le... On a répondu à une question là, c'est ça? Je pense que c'était une bonne question. C'était une bonne question. D'autres questions sales? Moi j'avais une question, mais c'était plus par rapport au travail d'écriture. Je me demandais comment est-ce que vous aviez commencé à écrire votre peut-être premier roman de science-fiction, dans quel état d'esprit vous étiez, qu'est-ce qui vous motivait? Parce que c'est pas forcément un chemin évident. Oui, le premier roman ou de SF. Nouvelle. Premier texte. Le tout premier qu'on a écrit qui est resté au fond d'un tiroir ou oui. J'aurais dû. J'ai 2 romans qui sont restés dans un tiroir avant de les publier. Non, mais l'écriture, elle a dit l'écriture, elle n'a pas dit publication. Le tout premier, c'était un défi qui m'était lancé. Non, j'ai commencé à écrire quelque chose. Au début, je n'ai pas compris ce que je faisais. J'avais besoin d'écrire. Et petit à petit, je me suis dit, mais je suis en train d'écrire un roman. Non, c'est pas possible, je n'arriverai jamais au bout.
je suis arrivée au bout 7 ans plus tard avec 1 million de signes, un truc impubliable, qui partait dans tous les sens. Voilà. Mais je me suis rendu compte en chemin que j'étais en train d'écrire un roman en fait. Et la question de la science-fiction là-dedans? Parce que je lis de la science-fiction depuis toujours. Enfin, je suis tombée dedans vers l'âge de 10-11 ans et j'en suis jamais vraiment ressortie. Vraiment parce que j'aimais ça. Et la science-fiction, la vraie, enfin la science-fiction des années 80-90, voilà, avec les vaisseaux spatiaux, Star Trek, tout ça quoi. On était vraiment... Moi, je ne suis pas tombée dedans. Du tout, j'ai vu de la science-fiction assez tardivement, sauf si on compte les chroniques martiennes qu'on lisait au collège et que voilà. Oui, ça compte, mais j'ai pas choisi, si tu veux. J'ai trouvé ça chouette, mais je me suis pas dit je veux la même chose et je vais chercher. C'est beaucoup plus tard, je pense que j'avais 18-19 ans, que j'ai dû lire Dune, premier tome qu'on m'a prêté et que j'ai compris que c'était pas complet et j'ai commencé à paniquer en disant je veux la suite. C'est quoi ce truc? Alors que la couverture était horrible. Vous connaissez ces couvertures très moches. Mais donc il n'y avait pas ce truc de la science-fiction. C'est le genre dans lequel j'ai envie d'écrire, même si bah oui, dans les années 80, tout ce qu'on regardait en dessin animé, enfin j'y ai repensé en me disant mais c'était ça la science-fiction, c'est quoi ton histoire de Dune? En fait, t'étais déjà complètement dedans. Et puis moi, j'étais dans la Bible aussi, avec la religion, et il y a quelque chose aussi de imaginer les choses autrement et voir autrement. Et écrire de la science-fiction, en fait, on m'a demandé d'en écrire parce que j'écrivais de la poésie, en fait, au début des années 2000. J'écrivais exclusivement de la poésie, un peu de quelques nouvelles, un peu réalistes, parfois légèrement fantastique, mais pas trop. Et j'ai rencontré un auteur de science-fiction, donc Alain Debussy, qui était publié au Fleuve Noir Anticipation, que mon compagnon d'époque admirait, que moi j'admirais pas du tout. Voilà, j'avais lu un truc que j'avais trouvé bien, que lui et même moi dans son œuvre, le reste je n'aimais pas. Enfin bref. Et donc lui s'est dit, mais elle a fait des études scientifiques. Elle écrit de la poésie, elle écrit des nouvelles, l'équation devrait se faire, il faut que tu écrives de la science-fiction. J'ai essayé, j'ai écrit quelque chose d'horrible. J'espère que personne n'a ce numéro du fanzine que je ne sais, avec mon histoire de voyage dans le temps, où j'ai réinventé tout ce qui avait déjà été fait, c'est horrible. Mais... je n'ai pas été dégoûtée, c'était amusant à faire, c'était inventif et puis c'est un fanzine, ça c'est vraiment les choses, le côté un peu tolérant de ce milieu où c'est pas bon, c'est pas grave, on en fait un autre et puis ça sera mieux. Après c'était un peu mieux. Moi, je pensais pas qu'on puisse écrire de la science-fiction parce que j'en lisais pas jusqu'à vraiment très tard en fait. Enfin, j'en lisais, mais je savais pas que c'était de la science-fiction, c'était juste parce que c'était dans la bibliothèque. La science-fiction, j'ai plutôt connu par les dessins animés, les BD, etc. Et un beau jour, alors que vraiment, j'étais déjà âgée, j'avais déjà... 48 ans. Non, j'étais enceinte de mon fils, mon deuxième enfant, avec des amis qui m'invitaient à écrire, voilà, comme ça. Je me dis, ah ouais, bon, tiens, allez, je vais aller à la bibliothèque, je vais emprunter un bouquin. Et puis là, je vois, c'était présenté comme ça, donc c'est vraiment le hasard, en fait. Un bouquin de Doris Lessing, je crois, Mara et Dan, donc la fiction climatique, en fait. Je l'ai emprunté, je l'ai lu, et là, j'étais scotchée, je me suis rendu compte qu'on pouvait écrire, qu'il y avait une littérature de science-fiction, et que ça, on pouvait écrire de la science-fiction. C'est bien que tu sois tombée sur Doris Lessing et pas... ouais, non, mais c'est vraiment le hasard. Je ne veux pas dire. Voilà. Que tu sois bien tombée. Voilà, hasard. Une dernière question. Il y avait Non, j'avais une petite question en fait. La science-fiction en fait, si on remonte un petit peu effectivement au papa de la science-fiction, La Guerre des Mondes, Ray Bradbury, c'était très poétique, donc c'était un peu à part. Finalement, la question que je me pose à chaque fois, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on met? Parce qu'une fois qu'on a mis des vaisseaux, qu'on a transformé la planète, conquis la galaxie, etc., qu'est-ce qu'il y a dedans?
Et justement, le fait que l'histoire climatique, qui est en fait notre survie réelle, soit dedans, je ne sais pas, est-ce que ça vous a apporté quelque chose par rapport à ce que vous auriez pu écrire avant, quoi. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un contenu, enfin, du corps, quoi, comme dans le reste de la littérature, où ça va être sociologique, historique, tout ce qu'on veut. Je sais pas si ma question Moi, je me est suis claire. même pas posé la question, mais Katie, peut-être. Je me la suis pas posée comme ça, mais je peux répondre. En fait, moi, mon approche de l'écriture, c'est que on écrit ce qu'on est, Ouais. quoi qu'on raconte en fait. On écrit ce qu'on est, on écrit ce qui nous travaille, on écrit ce qui est là, on écrit ce qu'on a envie de comprendre, on écrit voilà, toutes nos questions, toutes nos envies de comprendre le On monde. se documente un peu quand même. Oui, mais ça part. Tu ne vas Ouais, pas je te dirais documenter même, sur on un écrit sujet qui ne comme- t'intéresse ouais. pas en fait. Et même dans sa chair, quoi. Ouais. Dans son corps, en fait. Et comme c'est pour ça qu'en fait, tous ces écrits de ces messieurs en fait se ressemblent beaucoup parce que eux se ressemblaient beaucoup tout simplement. Et c'est très intéressant. Ouais. Sauf que si on clone le même, on a déjà vu. Et Non, non, puis c'est c'est pas le terme, Émilie l'a dit, cher, en fait. C'est bon, Ouais, faut comme qu'il dans sa l'achète. chair, Oui, ouais. et puis l'importance des personnages et voir comment d'autres types de personnages interagissent, vivent, comment ils s'organisent. mais je répondais Pour de imaginer. manière générale parce Ouais. qu'en fait, il y a des mauvais livres aussi. Non, Non mais c'est vrai, enfin, je veux dire, mais il y a un contenu, dans ces mauvais livres aussi, il y a un contenu. Les gens qui disent le propre de l'humain, c'est d'aller sur des planètes lointaines, trouver un nouveau minerai et l'exploiter, ils racontent leurs rêves, leurs envies, leurs désirs, leur vision du monde, mais leur vision de la planète, enfin, ils disent beaucoup d'eux en fait. Oui. Et on s'est habitué à ce qu'on nous présente ces récits-là comme quelque chose de neutre, mais c'est pas neutre, c'est leurs envies, et c'est c'est pas leur neutre mode de du tout. vie, Et on nous présente cet imaginaire comme étant le seul, en quelque sorte, possible, alors qu'en fait, non. Il y en a plein d'autres. Vraiment pas. Quand on lit une autrice comme Octavia Butler, que tu aimes beaucoup, Katie, on se rend compte, c'est subtil, c'est difficile de décortiquer ça, mais on se rend vraiment compte qu'elle n'écrit pas de la même place que quelqu'un comme Asimov. C'est pas du tout la même chose. C'est une femme noire qui écrit de la science-fiction, et je ne dis pas qu'il y a une manière d'écrire, non, on sent qu'elle a une sensibilité. et qui elle est pas la même. s'interroge sur l'humanité entière, Oui. mais à partir, elle est située comme tous les autres Elle sont est situés. située. Mais D'ailleurs, il n'y a voilà, pas que la quand on SF, est- en fait, toute littérature est située. Oui. Mais, Donc, merci d'être venu nous parler d'environnement. Si vous avez des questions dans le public à leur poser, vous pourrez les poser pour la dédicace. Voilà. Merci.